tard. Ça fait 20 minutes qu'on essaie de me connecter par les différents outils. Donc, je ne peux pas partager mon écran. Donc, ça va être Jean-François qui va passer les diapos. Et donc, il y aura voilà, le petit délai de diapositive suivante à chaque fois. Mais je suis là et nous sommes partis pour 3/4 d'heure. Pour parler de la bêta-thalassémie chez l'adulte, des atteintes d'organes résiduels après les gros progrès, vraiment des progrès très importants qui ont été faits ces 20 dernières années. Quel va être l'impact du coup de l'avancée en âge? Diapositive suivante. Pour cela, plutôt que de reprendre vraiment l'état, toutes les complications d'organes, je vous le présente comme un état des lieux en 2021. Quelles sont effectivement l'avancée dans la survie des patients? Quelles sont les atteintes d'organes résiduels et comment avons-nous pu améliorer par la prévention et les traitements? Et enfin, avant d'aborder le vieillissement, quel est l'enjeu du vieillissement du patient drépanocytaire, pour parler enfin de la qualité de vie. Diapositive suivante. Alors, donc, vous savez que nous avons un registre national français des patients bêta-thalassémiques tenu par l'équipe du docteur Badins à Marseille et qui répertorie 772 patients répartis dans de nombreux centres en France, avec 2/3 de thalassémiques majeures pour 1/3 de thalassémiques intermédiaires et plus de la moitié d'adultes, avec un peu moins d'enfants. Et vous voyez sur ce camembert donc le nombre de patients transfusés chez les adultes et chez les enfants et ceux qui ont été greffés. Est-ce qu'il y a la possibilité de me mettre en diaporama pour que je puisse avoir des diapositives un peu plus grandes? Merci. Diapositive suivante. Donc, on peut voir que depuis 60 ans, depuis les années 1964, il y a eu d'immenses progrès qui se sont soldés par effectivement une survie qui s'est améliorée. En 64, une étude rapportait 37% des patients qui atteignaient l'âge de 16 ans. Et vous savez qu'à partir des années 90, on a eu une sécurité transfusionnelle grâce au dépistage de l'hépatite C, de l'hépatite D, de l'hépatite B. Puis après, en 2000, l'arrivée des chélateurs Perros qui vont pouvoir améliorer l'hémochromatose et l'atteinte et diminuer l'atteinte virale, qui va très vite se solder par une amélioration de la survie des patients. On a également fait d'immenses progrès ces dernières 20 années sur la détection précoce et la surveillance des complications dès la toute petite enfance. Chez l'adulte, il va falloir maintenant prendre en compte les comorbidités qui surviennent sur l'âge. En 2011, et on retrouve à peu près le même chiffre en 2019 dans l'étude de Telfer à Chypre, on a pratiquement 90% des patients qui arrivent à l'âge de 40 ans. Nous avons toujours un décalage dans ces courbes de survie, c'est assez compliqué parce que l'amélioration de la prise en charge va s'exprimer dans toujours les années futures. Sur l'amélioration des enfants qui sont nés dans les années 90-2000, nous allons voir évidemment une espérance de vie qui va augmenter de manière très très importante dans les années qui arrivent. Diapositive suivante. Je vous ai mis en parallèle deux pyramides des âges. À gauche, celle de Chypre, qui concerne 247 patients thalassémiques majeurs, et à droite, celle de Grèce, qui concerne beaucoup plus de patients, mais à la fois donc plus de 2000 patients thalassémiques majeurs et presque 1000 thalassémiques intermédiaires. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces deux histogrammes, on retrouve un pic de population pour les 35-45 ans. Donc, c'est l'état actuel. Ces deux études ont été publiées en 2019. Donc, c'est vraiment l'état actuel de notre pyramide des âges des patients thalassémiques, avec à Chypre pour les patients thalassémiques, un pic pour les patients 44-46 ans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a
très peu d'enfants. Vous voyez, alors bizarrement, les enfants sont plutôt à droite de l'histogramme. Hein. Alors je crois que les souris, je sais, ben non, je n'ai pas de partage d'écran, donc je ne peux pas vous montrer en souris, mais vous avez à droite les moins de 20 ans sur l'histogramme de gauche. Vous avez à droite les moins de 20 ans et vous voyez que cette population diminue, donc grâce au dépistage, grâce à la prise en charge très précoce par l'allogreffe et la thérapie génique qui pour l'instant n'impactent pas cette population. En Grèce, là, on retrouve cette courbe avec, pour les patients thalassémiques majeurs, un maximum de patients entre 36 et 45 ans, et pour la patient thalassémique intermédiaire, un maximum plus âgé, entre 46 et 55 ans. Diapositive suivante. Vous avez ici publié en 2018 par Telfer l'évolution des causes de mortalité dans la thalassémie à Chypre. Chaque bâton est de couleurs différentes représente une dizaine d'années. En bleu, vous avez la dizaine d'années 80-89, en orange 90-99, en gris 2000-2009, et enfin en jaune une section de temps plus courte puisque l'étude a été publiée en 2018, donc c'est les années 2000-2015. Vous voyez très clairement une diminution de la mortalité en lien avec les complications cardiaques. C'est donc grâce à la chélation et aux doubles chélations depuis les années 2000, grâce à l'arrivée de la chélation PEROS, vous voyez très clairement, en 20 ans, on a une diminution très très importante. Puisque vous vivez plus longtemps, on va voir apparaître des complications hépatiques un peu plus importantes, avec une morbimortalité plus importante sur les défaillances hépatiques, mais également sur l'hépatocarcinome, on va y revenir. Les infections, qui sont qui représentent toujours la troisième cause de décès, montent un peu plus, tout simplement parce que nous sommes face à une population qui vieillit, avec une sensibilité aux infections qui vont s'accroître. Avec ce vieillissement de la population, comme dans la population générale, nous voyons apparaître les cancers, puis les autres causes représentées par les AVC, les accidents de la route et autres. Suivante. Pour vous montrer que d'un pays à l'autre, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Vous avez ici l'étude de Voscaridou en Grèce publiée en 2019 qui compare les causes de mortalité dans la thalassémie et dans la drépanocytose. Vous avez en comparatif la drépanocytose entre les années 2000-2010 et 2010-2015. Donc là encore, un petit biais d'évaluation puisque nous avons une période de temps de 5 ans pour la deuxième période. Très clairement, la mortalité en lien avec les causes cardiaques diminue, l'hépatocarcinome continue d'augmenter, on y reviendra avant de diminuer très probablement dans les années qui viennent. Et les défaillances hépatiques également sont un peu plus importantes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il démembre d'autres causes de mortalité et on voit apparaître les causes rénales. Donc, ça va être un de nos enjeux, médecins d'adultes, de prendre en compte, de surveiller et d'être extrêmement attentif à l'évolution de la fonction rénale. Il retrouve lui aussi les atteintes mortelles en lien avec les infections et en lien avec les autres causes de mort de cancer. Diapositive suivante. Nous en avons fini avec la mortalité. Nous allons nous intéresser maintenant au pourcentage de complications. Donc, cet histogramme un peu compliqué à lire, publié par Joban Putra sur la cohorte en fait de 612 thalassémiques majeurs en Angleterre entre 2009 et 2018 montre que pour les patients encadrés en rouge de moins de 30 ans, vous avez déjà plus de 50% des patients qui ont plus de 3% de 3 complications, ce qui est énorme et ce sur quoi nous allons continuer de devoir travailler pour nous améliorer.
Vous voyez bien sûr que chez les plus de 40 ans, cette proportion augmente. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la toute petite enfance, hein, vous voyez de 0 à 4 ans et de 5 à 9 ans, vous avez déjà des enfants qui ont plusieurs complications d'organes. Diapositive suivante. Je trouvais ces courbes très, très intéressantes. Donc cette fois-ci, nous passons chez les thalassémiques intermédiaires, une cohorte moins importante de 53 patients qui sont des patients londoniens de Milan, également libanais et d'Oman. C'était une étude multicentrique qui a été menée sur 10 ans et qui part d'une population de thalassémiques intermédiaires d'âge moyen 24 ans, plus ou moins 1 an, donc une cohorte très homogène, qui n'avaient jamais été transfusés, qui n'avaient pas eu d'hydroxycarbamide et qui n'avaient pas eu besoin de chélateurs. Et on va les suivre pendant 10 ans en comparant deux populations différentes. En vert, vous avez la population des patients thalassémiques qui ont plus de 10 grammes, qui ont 10 grammes d'hémoglobine ou plus. Et en marron prune, vous avez la population des thalassémiques intermédiaires qui ont moins de 10 grammes d'hémoglobine. Et ces courbes représentent non pas la survie, mais la survie sans complications. Donc, c'est l'évolution de leur vie sans l'apparition de complications. Et vous voyez très clairement qu'à 5 ans et qu'à 10 ans, la courbe en vert, c'est-à-dire les patients qui ont plus de 10 grammes d'hémoglobine, à 5 ans n'ont aucune complication qui survient et à 10 ans ont, alors c'est tout petit pour moi, mais environ 80 ou 70-80% de chances de ne pas avoir de complications. Ce n'est pas du tout ce qui se passe pour la courbe pour les patients qui ont moins de 10 grammes d'hémoglobine, avec déjà à 5 ans moins de 70% des patients qui n'ont pas plus de 70% des patients qui ont des complications et 13% des patients arrivent sans complications au bout de ces 10 ans. La courbe du bas, j'y passerai moins de temps. La courbe du haut représentait les patients avec plusieurs complications. La courbe du bas, il suffisait d'une complication pour être dans le groupe de patients avec complications. Parmi ces complications, l'ostéoporose était très largement représentée, ainsi que les autres complications endocriniennes. Il y avait également des patients avec des foyers d'hématopoïèse extramédulaire, une atteinte hépatique. Je vous laisse passer la diapositive suivante. Donc, nous allons parler un peu plus précisément des atteintes d'organes résiduels, des atteintes résiduelles dans le foie, dans le cœur, dans le système endocrinien, dans l'os et pour parler du rein, puisque je vous ai fait une petite alerte sur ce rein, fragile dans la thalassémie. Donc, pour le foie, diapositive suivante. Très clairement, on a la conjonction de plusieurs atteintes, ce qui rend l'atteinte hépatique extrêmement fréquente chez les thalassémiques majeures, mais également dans la thalassémie intermédiaire. On a une conjonction d'hémochromatose, puisque celle-ci survient également chez les patients non transfusés, et des hépatites virales. Sur ce terrain-là, surviennent une maladie lithiasique, puisqu'il s'agit la thalassémie qui est une maladie hémolytique avec destruction du globule rouge en périphérique et donc production de lithiase hyperpigmentée due à la bilirubine libérée. On sait que cette maladie lithiasique est plus fréquente chez les patients qui ne sont pas transfusés parce que l'hémolyse est plus importante. Et sur cette population de patients thalassémiques qui grandit en âge, qui devient adulte, qui à 30 ans, puis 40 ans, puis 50 ans, on voit apparaître d'autres atteintes hépatiques, notamment ce qu'on appelle des NASH. C'est pour les hépatites stéatosiques qui sont dues soit à un diabète débutant, soit à une dyslipidémie. Les hépatocytes se chargent en graisse
et deviennent puis peuvent voir apparaître, on peut voir apparaître une fibrose qui peut conduire à la cirrhose. Le diabète aussi peut être responsable de cette stéatohépatite et bien sûr, on peut voir apparaître les toxiques, que ce soit l'alcool ou des toxiques médicamenteux chez des patients qui vont avoir de plus en plus mal et utiliser notamment beaucoup de paracétamol et des AINS qui peuvent avoir une toxicité également sur le foie. Donc cette fibrose qui conduit à la cirrhose donne une prévalence de l'hépatocarcinome qui augmente, qui est notamment moins importante chez le patient transfusion qui est dépendant des transfusions de 1,66% par rapport au patient qui n'est pas transfusé mais avec un délai, un âge qui est un peu plus tardif. Diapositive suivante. Qu'avons-nous comme mesures préventives et comme traitement ces 20 dernières années? Donc, vous l'avez expérimenté, la chélation est de plus en plus précoce. Hein, on peut la proposer vraiment dès l'âge de 2 ans, enfin chez le patient thalassémique dépendant des transfusions. Elle est proposée maintenant également, puisqu'on sait qu'il y a une hémochromatose chez les patients qui ne sont pas dépendants des transfusions, avec une surveillance qui va être extrêmement précoce dès le tout jeune âge, avec une IRM proposée chez les dépendants des transfusions dès l'âge de 4 ans et à partir de 10 ans chez ceux qui ne sont pas dépendants des transfusions. On a des objectifs d'abaissement de la ferritine à moins de 1000 et d'un fer intrahépatique entre 3 et 7 mg. On sait qu'avec ces chiffres, les patients n'ont pas de risque d'avoir une fibrose qui va pouvoir évoluer. On a un nouvel instrument de mesure qui s'appelle l'élastométrie, qui est un fibroscanner. Malgré son nom, c'est une forme d'échographie très spécifique qui va déterminer, évaluer le degré de fibrose. La fibrose est une cicatrice hépatique instaurée avec 4 stades. Nous avons une fibrose qui va de stade 1 au stade 4. Pour les premiers stades, cette fibrose est réversible. Donc, on va pouvoir intensifier le traitement chélateur. Donc, cet instrument apparaît maintenant important et nous l'avons introduit dans le PNDS qui va être publié en 2021. La cholécystectomie est maintenant plus précoce, avec des indications plus larges, si on voit des lithiases qui augmentent, si le patient voyage, si voilà, ça fait partie, si on doit envisager également une splénectomie. Donc on la discute très largement puisqu'on sait que la lithiase est vraiment à risque infectieux. Les vaccinations sont maintenant très anciennes, hein, elles ont démarré dans les années 80. Il est toujours important de se vacciner contre l'hépatite A parce qu'elle va éviter l'agression aiguë du foie, même s'il n'y a pas de transformation en hépatite chronique. L'hépatite B, la vaccination contre l'hépatite B est majeure. Il y a maintenant en France très peu de patients porteurs d'un VHB. Je crois que dans la cohorte, il y a un seul patient porteur d'un VHB chronique. Les produits sanguins également depuis les années 90 ont pu être dépistés pour les différentes hépatites, les non A, non B, non C également, donc avec une sécurité du produit sanguin qui a diminué ce risque viral. Nous avons par ailleurs, dans les 10 dernières années, la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les antiviraux directs, qui agissent directement sur le virus de l'hépatite C, avec des résultats qui sont très clairement spectaculaires. Un traitement de 3 mois peut éradiquer complètement le virus chez les patients thalassémiques ou non thalassémiques, chez 90% des patients. C'est une révolution dans le traitement de l'hépatite. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de traitement très efficace. Par ailleurs, ces traitements sont extrêmement bien tolérés. Donc c'est une avancée majeure de ces 10 dernières années. Enfin, nous savons maintenant dépister l'hépatocarcinome chez les sujets à risque, donc chez les sujets qui ont une fibrose à 4 ou une cirrhose, chez les sujets qui ont une hémochromatose sévère à plus de 15 mg par gramme de foie ou qui ont une hépatite B ou C chronique, par une échographie semestrielle. Donc,
alors qu'avant, on proposait une échographie uniquement annuelle chez tous les patients. Diapositive suivante. Les complications cardiaques sont fréquentes chez les thalassémiques dépendant des transfusions, en lien clairement avec la surcharge en fer. Celle-ci a diminué, vous voyez, alors que c'était extrêmement fréquent, c'est maintenant, selon les pays, selon les cohortes, entre 2 et 26% des dépendants des transfusions. L'objectif de notre chélation est d'avoir un T2 étoile qui reste au-dessus de 20 millisecondes, car on sait qu'en dessous, on peut voir apparaître des arythmies ou des troubles de la conduction. C'est 10% des patients qui vont faire de tels troubles dans les registres européens, mais 40% des patients au-delà de 40 ans. Donc là encore, on va pouvoir établir une prévention plus stricte avec des ECG plus fréquents. On se pose la question d'un Holter rythmique annuel et bien sûr, on va très vite au Holter rythmique sur des symptômes que vous pouvez nous relater. Le TT, qui est l'échographie cardiaque transthoracique, assez facile à faire et reste annuel. L'IRM, vous le savez, de plus en plus compliqué à obtenir en termes de rendez-vous. Elle n'est plus couplée à l'IRM hépatique. Donc parfois, pour les patients qui restent au-dessus de 20 millisecondes, on accepte des IRM tous les 2 ans. L'important est vraiment d'intensifier notre chélation si le T2 étoile passe en dessous de 20 millisecondes et on propose une bithérapie essentiellement desphérale associée à du défériprone si le T2 étoile baisse en dessous de 10 millisecondes ou si le patient devient symptomatique. Même si cette cardiopathie est en lien avec l'hémochromatose, on va améliorer l'hémoglobine pré-transfusionnelle en ayant comme objectif une hémoglobine à 9 tigrammes, car on sait que l'anémie, on va le voir chez les thalassémiques intermédiaires, est délétère pour le cœur. Diapositive suivante. Donc, chez les non-transfusions dépendants, on peut également avoir une cardiopathie sur cette anémie qu'il va falloir surveiller. Par ailleurs, chez ces patients, lorsqu'ils sont splénectomisés, on voit apparaître ce qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTP. C'est une pathologie sévère qui est due à une vasoconstriction sur le lieu de l'artère pulmonaire et c'est plus fréquent chez les patients qui ne sont pas dépendants des transfusions pour 2 raisons. Car l'hémolyse est plus fréquente et parce que le fait d'avoir enlevé la rate garde dans la circulation générale beaucoup de molécules procoagulantes et qui vont interagir avec l'endothélium de cette artère pulmonaire et induire cette vasoconstriction. Donc le TT annuel est également importante chez ces patients pour la dépister. On peut la dépister également par un marqueur d'insuffisance cardiaque droite qu'on appelle le NT-proBNP, qu'on fait 1 fois par an. Il va sur un doute, un doute en lien avec ce NT-proBNP sur l'échographie cardiaque, on va vous hospitaliser en cardiologie pour 24-48 heures pour aller plus loin dans le bilan par un cathétérisme cardiaque. Cet HTP nécessite un régime transfusionnel intensif pour limiter les hémolyses. On discute beaucoup de l'hydroxycarbamide qui est un donneur de NO qui va limiter également l'hémolyse et les molécules en lien avec l'hypercoagulation. Et on discute bien sûr avec les équipes en cardiologie de traitement spécifique de l'hypertension artérielle. Diapositive suivante. Donc, nous avons le gros catalogue des endocrinopathies avec une amélioration certes, mais un hypogonadisme hypogonadotrope qui reste présent chez 30 à 60%. Donc, vous voyez que les chiffres dépendent des pays et sont quand même assez larges. Avec quand même 15% des non-dépendants des transfusions qui ont également cette atteinte qui va agir sur nos hormones sexuelles, c'est-à-dire cela va induire un retard pubertaire chez environ 15% des thalassémiques majeurs, avec chez l'homme
un défaut qui va agir sur la reproduction, sur la fertilité, mais également sur la fonction sexuelle. Et chez la femme, on va pouvoir voir apparaître, soit avoir une aménorrhée primaire, c'est-à-dire une absence de règles, ou une aménorrhée secondaire qu'on va surveiller de près, on y reviendra. L'hypothyroïdie a vraiment diminué, elle est autour de 10% dans les cohortes européennes grâce au traitement de l'hémochromatose. Le diabète et l'intolérance au glucose ont également diminué de manière assez drastique dans nos populations thalassémiques européennes. On va y revenir, on sait d'autant plus maintenant dépister l'intolérance au glucose et la prendre en charge précocement. L'hypoparathyroïdie est très rare, 3% des patients. Chez les moins de 47 ans, elle survient lorsqu'il y a déjà d'autres atteintes d'organes endocriniens. Le déficit en hormones de croissance est également très bas, de 3% chez l'adulte. On sait en revanche qu'elle est en lien avec l'hémochromatose de l'enfance qui survient précocement. Donc je pense qu'on va continuer à avoir une amélioration de ce déficit en hormones de croissance grâce à notre amélioration de la chélation depuis les années 2000. Un petit poste particulier sur l'insuffisance surrénalienne, et c'est le docteur Dora Bachir qui nous a fait vraiment en cours de notre travail en commun sur ce PNDS, qui nous en a parlé très précisément. C'est mal évalué, mal étudié, mais il y a vraiment des articles récents qui montrent qu'il peut y avoir une insuffisance en cortisol assez fruste, donc qui peut s'exprimer que par un peu de fatigue, et il faut vraiment pouvoir le dépister annuellement. Et y penser en cas de stress, donc en cas d'intervention ou d'infection. Diapositive suivante. Donc elle nous a fait, Dora Bachir nous a fait un magnifique tableau qui est du coup pas très lisible sur mon petit post que j'ai sur mon écran, mais où on a donc à la fois toutes ces atteintes endocriniennes que je vous ai, dont je viens de vous parler, avec dans la deuxième colonne les hormones que l'on peut tester dans le sang et le délai de dépistage et le rythme de dépistage que nous avons à faire tous les 6 mois, tous les ans en fonction de l'atteinte, et avec bien sûr un traitement qui est toujours double pour chaque atteinte endocrinienne, qui va être une supplémentation endocrinienne, donc la L-thyroxine pour l'hypothyroïdie, les stéroïdes sexuels pour l'hypogonadisme, mais également une intensification de la chélation, puisqu'on sait que notamment sur l'hypoparathyroïdie, sur l'intolérance au glucose, on va pouvoir avoir un effet réversible. Diapositive suivante. Donc là encore, je ne vous détaille pas ces colonnes. Donc en premier, la liste des atteintes endocriniennes. En deux, ce que nous surveillons sur le plan clinique et biologique pour chaque atteinte et le rythme de surveillance important. Vraiment, ce tableau va pouvoir nous servir en consultation et il va être aussi accessible aux médecins généralistes, qui est vraiment très intéressant. Et là encore, l'objectif de toute cette surveillance, qui est lourde pour vous, qui réclame à la fois des consultations, des bilans sanguins, des bilans par échographie, par radiologie, mais le but est vraiment d'améliorer cette atteinte, de la dépister le plus précocement possible pour pouvoir la freiner, la stopper ou même la réverser dans certains cas. Donc pour le retard de croissance, on sait qu'il est multifactoriel, c'est difficile de revenir en arrière, mais chez l'enfant, on améliore maintenant ce retard de croissance par un régime transfusionnel intensif, une chélation plus précoce et une surveillance du désphéral qui peut avoir un effet également. Pour le métabolisme glucidique, on sait maintenant qu'il faut dépister beaucoup plus précocement l'intolérance au glucose, et très simplement, si nous n'avons pas accès à l'épreuve d'hyperglycémie provoquée orale, on peut faire une glycosurie dès 24 heures et un test de glycémie à jeun et 2 heures après un petit déjeuner, puisqu'on sait que le petit déjeuner est un repas en général beaucoup plus sucré.
Pour ce qui est de l'hypoparathyroïdie, donc va demander un régime par vitamine D à vie, avec un régime riche en calcium qu'on essaie de prévaloir, de faire avant d'introduire un régime par calcium médicamenteux qui donne un peu plus de risque de lithiase calcique. Pour l'insuffisance surrénalienne, nous avons un traitement qui est l'hydrocortisone, qu'on peut avoir en supplémentation à vie si le déficit est important, ou qu'on peut introduire au moment d'un stress aigu. Diapositive suivante. Donc les recommandations est d'avoir une coopération multidisciplinaire. Nous avons besoin, pédiatres et médecins d'adultes, d'endocrinologues pour discuter, pour traiter au mieux ces déficits, car le but est vraiment de les prendre en charge dans la toute petite enfance, pour assurer une croissance staturopondérale et un développement pubertaire et une préservation de la fertilité qui soit optimaux par un programme transfusionnel adapté et une chélation adaptée. Diapositive suivante. La maladie osseuse que j'ai séparée des atteintes endocriniennes, car elle est multifactorielle. Vous le savez, je vous l'avais présentée il y a 2 ans. Elle est très très complexe, cette maladie osseuse, et c'est pour ça qu'on préfère maintenant parler de maladie osseuse plutôt que d'ostéoporose, parce que en lien avec cette ostéoporose qui est extrêmement fréquente, vous voyez, 2/3 des thalassémiques, qu'ils soient dépendants ou non des transfusions, vont l'expérimenter, et cette ostéoporose est en lien avec l'hypogonadisme, avec l'hypothyroïdie, avec les autres atteintes endocriniennes, avec un déficit également vitaminique en zinc, avec aussi un peu plus, avec parfois des facteurs génétiques un peu plus fréquents dans la population thalassémique, de résistance à la vitamine D. Donc, à côté de ce pool de tous ces facteurs de risque d'ostéoporose, on a par ailleurs une fragilité osseuse qui est due à l'hyperplasie médulaire, qui va fragiliser l'os trabéculaire, amincir la corticale, donc de rendre le risque de fracture important, et une augmentation du turnover osseux. Cette maladie osseuse touche vraiment les 2 sexes. Elle est exceptionnelle dans l'enfance, mais elle peut être présente dès l'enfance, il faut la dépister, et elle induit des fractures vertébrales qui vont être source de douleur et d'intensification thérapeutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que elle peut être aggravée par la dysplasie osseuse du désphéral. Maintenant, on est très très attentif au désphéral dans l'enfance, d'autant plus que rapidement et maintenant on démarre plutôt l'EGJAD en première intention, mais que cette maladie osseuse n'est pas totalement comprise, puisque malgré tout, elle survient malgré un régime transfusionnel intensif et adapté, une chélation adaptée à ce régime transfusionnel et à une supplémentation endocrinienne. Diapositive suivante. Donc les mesures préventives, on vient de les voir, et il faut surveiller, et c'est aussi contraignant pour vous, donc par des dosages sanguins, par la mesure de la taille, non seulement chez l'enfant, mais également chez l'adulte, et par les autres atteintes endocriniennes. On préfère un régime riche en calcium, donc on fait des enquêtes diététiques en consultation pour essayer de promouvoir ces régimes riches en calcium. La vitamine D est donnée à forte dose très régulièrement. Et bien sûr, il est très important, malgré les douleurs, malgré la lassitude et la fatigue, de pouvoir continuer, autant que faire se peut, une activité physique. Diapositive suivante. Il y a des traitements spécifiques qui sont dont les effets attendus sont l'amélioration de la densité osseuse. Ça a été très bien évalué dans la population générale et dans la population thalassémique depuis plus de 20 ans, et de diminuer les douleurs également dues à l'expansion osseuse au niveau de la trame médulaire. Pour l'instant, ces traitements spécifiques n'ont pas démontré d'effet sur les fractures.
Cette évaluation est également vraie dans la population générale, probablement parce que nous n'avons pas de durée d'observation suffisamment longue pour voir l'effet sur la diminution des fractures. Mais on le pense très fortement et on pense qu'il est vraiment important d'améliorer cette densité osseuse. Les biphosphonates, qu'ils soient Péros ou en IV, sont les traitements de première intention dans la thalassémie. D'autres médicaments apparaissent qui sont moins évalués, mais qui ont été utilisés dans des cases reports avec une grande efficacité lorsque les biphosphonates n'étaient pas efficaces ou avaient des effets secondaires. Vous avez le denosumab et le teriparatide. Diapositive suivante. Donc, la maladie rénale. Là encore, je crois que c'est très important de situer le contexte. Et le contexte, c'est que dans la population générale, même en dehors de toute thalassémie, on a un déclin de la fonction rénale à partir de 40 ans. Chez 2/3 des patients, c'est très important, notamment chez les hommes. Quels en sont les facteurs de risque? Ce sont les maladies cardiaques et hépatiques, le diabète, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, l'athérosclérose, en lien avec tout ce que je viens de nommer, la dyslipidémie ou l'hypertension artérielle ou le diabète. Les toxiques qui sont les AINS, les antibiotiques, sont des médicaments très largement utilisés dans la thalassémie. Donc toute cette atteinte qu'on voit dans la population générale vont être aggravées ou vont se surajouter à une atteinte glomérulaire ou tubulaire proprement spécifique à la thalassémie. Diapositive suivante. Je vous ai fait un schéma anatomique du rein que je ne vais absolument pas vous détailler, mais c'est pour vous montrer la complexité de l'épuration de notre usine qui épure toutes nos molécules toxiques représentées par le rein. Donc on a d'abord le glomérule qui est le premier instant la première étape de filtration, puis le tubule. Or, on sait que dans l'anémie de la thalassémie, comme dans la drépanocytose d'ailleurs, on a en lien avec l'anémie une hyperfiltration glomérulaire qui, au fur et à mesure des années, va dégrader le glomérule. En fait, il fonctionne trop et du coup, il s'abîme. Et il va pouvoir laisser passer des protéines dans les urines et conduire à terme, très à distance, à une insuffisance rénale. Donc, on dépiste, là encore, très régulièrement, au moins une fois par an, et plus chez les patients qui sont sous ECJAD, on le fait tous les mois, au moins sur bandelette, on dépiste l'absence de protéines dans les urines. Il peut y avoir aussi une atteinte tubulaire proximale sur l'anémie, l'hypoxie, la surcharge en fer et une atteinte interstitielle. L'interstitium, c'est le parenchyme qui entoure toutes ces tubes et collecteurs. Et on peut voir apparaître une sclérose qui mène à la fibrose rénale et donc à l'insuffisance rénale. Je viens de parler de l'ECJAD, le Desferal aussi peut avoir une atteinte rénale et ils sont surveillés très très attentivement. Vous avez vu, on vient de le voir, que dans la thalassémie, on peut voir également, plus que dans la population générale, des lithiases calciques qu'on dépiste par une écho rénale régulière, par la calciurie également, lorsqu'on fait le iono urinaire. Diapositive suivante. En lien direct avec la thalassémie, quelles sont les autres complications? Donc, il ne faut pas oublier que chez l'adulte persiste ce risque infectieux et vous l'avez vu dans les complications, ce risque infectieux augmente avec l'âge. Il augmente avec l'âge dans la population générale également. Donc, non seulement chez les patients splénectomisés dans la petite enfance, mais l'anémie, la surcharge en fer, l'âge et la présence de lithiase sont également des facteurs de risque d'infection. Donc tout au long de votre vie, nous continuons à vous demander votre carnet de vaccination. Nous faisons le point à chaque consultation, même pour les patients qui ne sont pas splénectomisés. Nous proposons une vaccination assez large, au moins sur le pneumocoque.
une vaccination antigrippale également et maintenant la vaccination anti-Covid. Chez les patients splénectomisés, une antibioprophylaxie est mise en place toute l'enfance, qu'on arrête en général lorsque l'observance est moins bonne, autour de 15 ans, et chez l'adulte, en discutant avec vous, en vous éduquant, mais en éduquant également vos médecins généralistes et autres spécialistes à l'attention portée aux moindres signes infectieux pour pouvoir démarrer une antibiothérapie extrêmement précocement pour diminuer cette mortalité du sepsis sévère. Persiste un risque thromboembolique qui va augmenter au fur et à mesure de la vie, notamment chez les patients splénectomisés, puisque l'absence de rate est en lien également avec une circulation dans le sang qui persiste de molécules procoagulantes. Vous avez également, au fur et à mesure de la vie, un peu plus de risques, notamment chez les patients non transfusés ou transfusés pas forcément avec des objectifs de 9, le risque de voir apparaître une hématopoïèse extramédulaire qui peut être minime, intraparenchymateuse, qu'on peut voir dans la rate, pour ceux qui ont encore une rate, dans le foie, dans les surrénales, mais qui peut être extensive, notamment au niveau vertébral, avec certains cas de compression médulaire sur lesquels il faut agir en urgence. Diapositive suivante. On parle beaucoup où on se pose la question d'une prévalence accrue de cancer. Donc, il faut savoir, je vous l'ai dit, que l'augmentation de l'âge voit apparaître chez des cancers chez tout le monde. Mais effectivement, nous avons dans la thalassémie, pour l'instant, un risque accru d'hépatocarcinome par rapport à la population générale. On a bien listé tous les facteurs de risque, j'y reviens pas. Et après 40 ans, ou 6 facteurs de risque, l'échographie maintenant devient semestrielle. Qu'en est-il des cancers hématologiques? Effectivement, il semble y avoir dans la population thalassémique, sur les dernières publications, notamment d'une cohorte en Angleterre, un peu plus une prévalence un peu plus importante de cancers hématologiques chez les patients thalassémiques. On se pose beaucoup de questions, probablement que la surcharge en fer est toxique pour les cellules, est toxique pour nos progéniteurs intramédulaires et va induire des cassures génétiques qui sont à risque de malignité. Probablement que l'hyperplasie médulaire avec la dysérythropoïèse étant elle-même un risque également de cassure génétique. En revanche, des case reports sont rapportés pour une prévalence accrue de cancer du rein ou de la thyroïde sans qu'il y ait d'études épidémiologiques pour le moment pour l'admettre. En revanche, nous avons du coup proposé une échographie mensuelle pour le dépistage. Diapositive suivante. Donc, vous allez vieillir avec votre thalassémie. Avec ces complications d'organes, mais nous avons quand même vu tous les progrès qui ont été faits sur les 40 et surtout sur les 20 dernières années, mais avec la morbidité que voit apparaître n'importe quelle personne qui vieillit. Donc le risque d'hypertension artérielle, le risque d'une hypercholestérolémie qui peut être familiale, le risque du coup d'une stéatose hépatique, le risque d'une arthropathie en lien en l'âge, qui chez vous va s'ajouter à l'arthropathie du fer, à l'arthropathie de l'ostéoporose et du remaniement osseux. Vous savez, vous voyez autour de vous qu'au fur et à mesure que nous vieillissons, nous avons une presbytie qui apparaît, nous entendons moins bien. Et chez vous, cette atteinte neurosensorielle est cumulée aux atteintes en lien avec les chélateurs, notamment au niveau de la cataracte, de la vision des couleurs et de l'hypoacousie.
L'anémie peut se majorer également au fur et à mesure que nous vieillissons sur une moelle qui se fatigue un peu. Donc, vous allez pouvoir expérimenter une intensification du régime transfusionnel et donc de la chélation. Et si on ne le fait pas, une fatigue plus importante. Les douleurs osseuses, je viens d'en parler, je n'y reviens pas. Et une augmentation de la prise médicamenteuse. On sait bien que l'observance est de moins en moins bonne au fur et à mesure que le nombre de comprimés par jour est à prendre. D'ailleurs, certains d'entre vous, à l'âge adulte, repassent au Desferal sur une lassitude vis-à-vis du traitement Peros. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons ensemble très attentifs, effectivement, à ces phénomènes de découragement, de lassitude qui peuvent conduire à la dépression, qui est une dépression réactionnelle et tout à fait normale. Diapositive suivante. Il me reste combien de temps ? Je ne vous entends pas. Nous avons déjà un petit peu de retard, docteur, mais voilà, D'accord. le sujet est fort intéressant, donc nous allons voilà. Donc j'ai 3 diapos sur la qualité de vie. Donc je On va y voilà, je aller. vais C'est aller bien. très très vite. Continuez. C'est une étude qui n'est pas publiée. C'est un peu les premiers résultats. Nous avions en juin, l'été 2019, avec le docteur Soubrier Caroline, qui était médecin dans le service, fait une étude sur l'état de santé de notre cohorte de 43 patients, TM et TI, et certains d'entre eux, ceux qui l'avaient accepté, avaient rempli un questionnaire de qualité de vie, 31 patients sur les 43. Donc je ne vais pas détailler les complications, elles ressemblaient en fait à celles des grandes cohortes américaines, européennes. Notre âge médian était assez jeune, vous le voyez, de 33 ans. Et donc 31 patients ont rempli ce questionnaire. Diapositive suivante. Donc, là encore, je passe très vite. Le score de SF36 est extrêmement compliqué. Et il y a 2 grands items qui est la santé physique, qu'on appelle le PCC, le PCS, et la santé mentale, que je préférerais intituler la santé psychique, qui est le mental, le mental, MCS. Et vous voyez que notre population a des taux des scores qui ne sont pas très bons, autour de 40, sachant que le maximum est 100, mais on va y revenir, je vais vous donner quelques indices sur notre population générale. Diapositive suivante. Donc en fait, de manière extrêmement surprenante, on s'est rendu compte que rien ne corrélait avec ces scores, que ce soit le score de bonne santé physique ou de bonne santé mentale. Ni le TP, il n'y avait que l'imitation du rôle lié à la santé physique qui ressortait, mais pas du tout les autres items. Ni l'âge, ni le sexe, ni le nombre ou la présence ou non d'une complication d'organes, ni la ferritine, le taux de ferritine, et ni le taux d'hémoglobine pré-transfusionnelle. Il n'y avait pas non plus de différence de score de qualité de vie que le patient utilise un chélateur par sous-cutané ou Peros. Nous étions très surprises de ces résultats. Diapositive suivante. Et donc, cela pose vraiment des questions. Nous n'avons pas actuellement de score, ce score évalué dans la population générale. Nous avons retrouvé le SF, un score de qualité de vie chez des patients, dans la population générale, absolument pas des patients de 30-34 ans pour les années 2000-2003, donc ça fait déjà 20 ans. Et vous voyez que ces scores sont très mauvais. Vous avez un score de santé physique à 54 et un score de santé mentale à 49 chez les hommes et 46 chez les femmes, ce qui pose déjà des questions sur le ressenti de notre qualité de vie dans la population générale. En revanche, en Italie, Francesca Floris, en 2018, a présenté une étude passionnante. Elle a comparé, en appariant les patients thalassémiques en âge et en sexe, la qualité de vie des patients thalassémiques de Sardaigne avec la population générale sarde. Et elle montre que la qualité de vie des patients thalassémiques n'est pas inférieure à celle de la population générale, et même si on prend les patients qui ont un score, les personnes qui ont un score de plus de 60, il y a plus de patients thalassémiques qui dépassent les 60 que la population générale. Donc c'est vraiment très très intéressant et je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements et d'études à en tirer.
En revanche, une méta-analyse publiée en 2019 par un Iranien, mais qui reprend des études internationales, 26 études, montrait des scores bien meilleurs que les nôtres. Vous voyez de 59 à 71 comparé à 40% pour les nôtres. Donc, nous n'avons que 4 patients non transfusés qui ont répondu. Donc, je pense qu'il faut que nous lancions une étude par le registre sur l'ensemble du territoire français, puisque, en tout cas, chez ces 4 patients, il n'y avait pas du tout de qualité de vie meilleure que chez les transfusés. Diapositive suivante, qui est ma dernière. Je vous remercie d'accepter ce petit retard et cafouillage du début. En conclusion, nous avons une amélioration de la survie, de la prise en charge somatique des patients thalassémiques, mais qui n'a pas de répercussions actuellement, en tout cas à Marseille, sur notre cohorte de 50 personnes, un peu moins de 50 personnes, sur la qualité de vie. Donc je pense que notre objectif dans les années à venir est de continuer bien sûr nos progrès somatiques, mais de travailler ensemble avec vous sur cette qualité de vie par le biais de l'éducation thérapeutique. Là encore, le mot éducation est pas forcément adapté, mais je pense de travail ensemble et de partage entre pairs. Je crois que c'est vraiment important de travailler sur son ressenti, et sur l'amélioration de ce ressenti de la qualité de vie. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, docteur. Merci à vous. Merci de cette très belle étude.